Bonjour, c'est l'habitude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au festival Nouveaux Horizons. Donc, je m'appelle Laurent Villaret et je suis producteur sur France Musique où j'anime 2 émissions consacrées à la musique contemporaine. Donc là, ce soir, sur France Musique, il y a une émission de radio, donc je n'ai pas le don d'ubiquité. On a enregistré en amont, donc si jamais écouté, on est là à l'antenne quand même. Alors, je suis très heureux de vous présenter le tout dernier avant-concert avec cet après-midi 2 compositeurs, Talia Amar à ma gauche et Mathieu Stéphanie à ma gauche encore plus, qui sont des compositeurs très chanceux, puisque le concert de cet après-midi est diffusé fin novembre sur France Musique, comme tous les autres concerts. Mais vous, à tous les deux, votre concert est diffusé en direct sur Arte. Alors c'est un peu injuste, mais c'est une superbe chance, n'est-ce pas? Qui veut répondre à ça? Vous faites des jaloux? Oui, c'est beaucoup de chance et on en est ravis avec Talia. Après, de ce que j'ai compris, c'était parce que Arte avait un festival qui s'est ajouté et dont ils devaient couvrir absolument l'événement. Et bon, c'est un peu fortuit, mais tant mieux, on va dire pour nous. Et on est un peu triste pour nos collègues quand même. Talia, vous créez une pièce pour 2 pianos et percussions, et Mathieu, un octuor dont une personne de l'équipe du festival m'a déjà dit le plus grand bien. Bon. C'est gentil. Alors nous allons évoquer votre parcours et les pièces que vous créez cet après-midi. Alors Mathieu, vous avez assisté à 1 ou 2 avant-concerts déjà, donc vous savez comment ça se déroule à peu près? Oui, je suis venu espionner. Vous êtes prêts en plus. Donc nous allons nous servir de photos sur lesquelles je vais vous demander de réagir. Parfois la photo ne concerne que l'un d'entre vous, parfois les deux. On commence? Alors qui veut tirer la première photo? Talia. Je commence. Alors montrez à la salle, au public. Piano. Alors ça concerne qui? Nous deux, je pense. Vous deux, oui. Absolument. Talia et Mathieu, vous êtes tous les deux de grands pianistes, vous êtes même interprètes et vous donnez même des concerts. Vous êtes des pianistes-compositeurs? Oui, pour moi, pianiste-compositeur. J'ai commencé à 5 ans le piano. Ma mère est prof de piano, ma grand-mère est prof de piano, donc c'était très naturel pour moi d'aller vers le piano. Et j'adore écrire pour cet instrument. Donc, pour ma pièce aujourd'hui, c'est 2 pianos et percussions, effectivement. Mathieu, vous êtes compositeur et vous êtes également un grand virtuose du piano. Oui, enfin, j'essaie de l'être, mais j'ai une formation de pianiste. Oui, effectivement, j'ai commencé très jeune, également à 5 ans, puis j'ai fait le CNSM de Paris avec Jacques Rouvier. Le Conservatoire de Paris. Le Conservatoire de Paris, pardon. Et puis là, récemment, je me suis produit dans mon propre concerto pour piano avec l'Orchestre de Bretagne. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait quand on est pianiste-compositeur, ou plutôt quand on est un compositeur qui a commencé par le piano? Est-ce que ça crée une écriture plus harmonique que mélodique? Qu'est-ce que ça entraîne le fait d'être pianiste à l'origine? En fait, moi, j'aime beaucoup essayer d'autres instruments que je ne connais pas et de ne pas aller toujours vers le piano pour composer, pour essayer un peu de s'éloigner des harmonies ou des choses que j'ai l'habitude de faire avec mes mains et plutôt d'entendre ce que j'ai dans la tête et ça, d'écrire sur la page. Donc, en fait, j'essaye vraiment de m'éloigner du piano quand je compose pour pas que ça influence trop ma composition et que je reste pas trop dans le même cadre à chaque fois. Et vous, Mathieu? Je rejoins Talia là-dessus et je remarque de plus en plus, je me sers de moins en moins du piano pour composer. C'est-à-dire que ça permet de trouver justement des textures sonores qui sortent du côté tempéré déjà et mais aussi d'accords qui nous tombent sous les doigts, qu'on a l'habitude de jouer ou des choses comme ça. Alors, qui prend la deuxième photo? Alors, est-ce que vous reconnaissez? C'est peut-être, je ne sais pas pour Talia, mais pour moi, c'était mon idole, Henri Dutilleux. Henri Dutilleux, oui. Que j'ai eu la chance de rencontrer, puis qui m'a marqué dès mon adolescence. En fait, dans son langage, il m'a donné envie de composer très très vite. Donc c'est un compositeur qui est mort il y a à peu près 5 ou 6 ans, peut-être un peu plus 2013. d'ailleurs. 2013, donc il y a déjà 10 ans. Donc, un immense compositeur français du XXe siècle à l'égal de Boulez et Messiaen. Tout à fait. Donc pour vous, Dutilleux, Dutilleux ça a été vraiment un choc pour vous. Oui, c'est en écoutant le concerto pour violoncelle Tout un monde lointain et notamment le 3e mouvement, Houle, c'était quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a donné beaucoup d'émotions et je me suis dit, en fait, on peut écrire de la musique d'aujourd'hui, contemporaine, puisque c'est le mot d'ordre dans ce festival de ne pas dire contemporaine, mais qui est émotive en fait, qui est vraiment sensible. Et en plus, avec ce génie de l'orchestration, avec ce brio, enfin voilà, et la gentillesse du bonhomme. Après, quand je l'ai rencontré,
de pouvoir échanger avec lui, d'envoyer des partitions où il prend le temps de regarder, de féliciter, d'encourager. Enfin, c'était vraiment une belle personne en plus. On avait Fabien Waxman hier. Vous, Mathieu Stefanelli, est-ce que vous vous inscrivez vous aussi dans une forme de tradition française ? Alors, on me le dit régulièrement, même si en réalité j'ai beaucoup d'affinités avec des musiques parfois extra-européennes. Pour avoir écrit par exemple un opéra pour enfants qui s'appelle Nadir, je me suis inspiré de musique africaine sur des modes éthiopiens. Alors ça, c'est un peu l'influence de Florence. Qui est aussi un compositeur français. Ouais. Que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'aime beaucoup m'inspirer aussi de la musique d'Europe centrale. J'ai eu une grande période Bartók-Ligeti où j'ai énormément fouillé, ou même sur la Russie après, évidemment. Mais, pour le rythme notamment. Et surtout, tout ce qui est, je veux dire, les gammes, les modes, hein, le travail sur les intervalles, quand on tournicote comme ça, de façon chromatique dans un intervalle. J'aime beaucoup cette démarche mélodique. Et chez Ligeti, c'est son contrepoint aussi. C'est le côté très resserré dans le contrepoint qui m'a beaucoup plu. Donc vous n'êtes pas seulement un compositeur de tradition française. Voilà. Je crois pas, oui. Mais après, on le ressent dans les couleurs et le traitement orchestral, souvent. On me le dit pour ça. Talia, vous êtes israélienne et vous êtes actuellement professeure de composition à Jérusalem. Vous avez étudié à New York et en France. Et vous aussi, vous êtes attirée par une forme de tradition française qui n'est pas tout à fait celle de Dutilleux, mais celle de la musique spectrale. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce qu'est la musique spectrale ? On peut dire simplement que c'est une musique qui porte sur l'aura du son ? Oui, c'est en fait une musique sa base, c'est de faire une analyse de toutes les harmonies du son et d'utiliser toutes ces harmonies-là pour créer d'autres harmonies ou des mélodies. Du coup, j'aime beaucoup enregistrer des instruments à percussion qui ont beaucoup de résonance. Et après, je leur fais une analyse spectrale dans l'ordinateur. Et d'après ce que je reçois comme notes sur ces analyses, j'utilise comme matière musicale pour mes pièces. Ce qu'il faut savoir avec la musique spectrale, c'est qu'on parle d'ordinateur, on parle d'analyse, et c'est une musique extrêmement sensuelle. Oui. Oui. Est-ce que la pièce qu'on va entendre est d'inspiration spectrale ? Pas du tout. Alors, pour en savoir davantage, je vais vous demander de tirer les 2 prochaines photos. D'accord. Ok. Donc, et celle-là. Et celle-là. Voilà. Peut-être montrer à la salle. Donc, Dylan Thomas, le poète, et Béla Bartók, le compositeur. Qui a écrit une célèbre pièce pour 2 pianos et percussions. Et c'est la formation que vous avez choisie, Talia Amar. Oui. Mais vous avez peur de rien ? Car c'est vraiment un chef-d'œuvre qui écrase ce répertoire pour 2 pianos et percussions, cette œuvre de Bartók. Oui, oui. Moi, j'ai un percussionniste, chez Bartók, il y en a 2. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été inspirée par cette œuvre et par cette pièce de Bartók, surtout dans le mouvement intensif et le rythme. C'est une œuvre de 1937, pour préciser, à peu près. Et oui, bien sûr que je l'ai beaucoup écouté avant d'écrire ma pièce et ça m'a beaucoup inspirée. Et Dylan Thomas, en fait, c'est le poète dont le titre de ma pièce, j'ai pris le titre de la pièce, Rage contre la lumière qui se meurt. C'est un poème qu'il a écrit en 1947. Et en fait, il a écrit ce poème parce que son père, il allait mourir et il voulait lui dire de se battre et de ne pas aller vers cette lumière paisible, vers la mort, en fait. Et dans ma pièce, il y a vraiment un rythme comme ça qui est répétitif, qui représente cette bataille contre quelque chose qui est paisible et qui va arriver forcément. Donc c'est une opposition entre l'agitation et la quiétude ? Oui, c'est une opposition, mais à chaque fois qu'il y a des sons qui sont soutenus, il y a toujours un mouvement qui va contre ça. Donc quelque chose qui ne laisse pas passer ce mouvement qui est très paisible. Est-ce que c'est une pièce un petit peu obsessionnelle ? Un peu obsessionnel, oui. Quelque chose qui s'arrête jamais. Et est-ce que votre rapport au rythme, justement, c'est un rythme régulier, un rythme irrégulier, pour expliquer C'est un rythme régulier, mais il y aura toujours d'autres rythmes dans d'autres instruments qui vont essayer de casser cette répétition qui est régulière.
Et à la fin, vous parlez d'une fin inattendue de la pièce qu'on va entendre cet après-midi. Oui. Est-ce qu'on en laisse la surprise aux auditeurs? Oui, on peut laisser la surprise. Mais cette idée de rage contre la lumière qui se meurt, qui est un très beau titre, est-ce que c'est un combat existentiel entre la vie et la mort, la pièce que nous allons entendre cet après-midi? Oui, c'est un combat qui est très naturel en fait. Et en fait, ça essaye de dire de ne pas se laisser aller. Mathieu Stefanelli, vos œuvres portent aussi la trace d'un combat, d'une recherche de lumière. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez prendre la photo numéro 4 ? Suspense. Donc c'est Notre-Dame de Paris et son incendie, puisque l'une de vos œuvres récentes, qui vient d'ailleurs de paraître en disque, s'appelle Les Fleurs du Paradis et s'inspire de l'incendie de Notre-Dame. Oui, tout à fait. En fait, c'était des images terrifiantes, et puis tout ce que ça représentait d'un point de vue symbolique avec l'origine de la polyphonie occidentale, qui est l'école de Notre-Dame avec Perrotin, puis toutes les œuvres d'art qu'il y a dans cette cathédrale, et puis l'orgue symphonique du 19e siècle, puisque c'est un orgue extraordinaire, Cavaillé-Coll. Et tout ça qui partait en fumée était vraiment inquiétant, et le monde entier était plein de stupeur. Et en fait, après l'incendie, le lendemain, on a reçu des premières photos, et il y avait des faisceaux lumineux, parce que les rosaces étaient restées intactes, et qui allaient vers la croix, vers la Vierge et l'Enfant. Puis je me suis dit, c'est une espèce de symbole d'espoir incroyable, d'où le titre Les Fleurs du Paradis. C'est le fait que les rosaces fassent rayonner la lumière dans cette cathédrale incendiée. Et donc j'ai écrit un quintet pour piano quatuor à cordes qui décrit un peu à la fois tous les événements qui s'en succèdent, mais aussi Notre-Dame avant l'incendie, avec toute son historicité, la référence à Perrotin et au chant grégorien, mais aussi après le cataclysme avec la chute de la flèche. Et ensuite, une façon de faire miroiter un peu les vitraux partout, et comme un chant d'espoir. La pièce de Thalia s'appelle Rage contre la lumière qui se meurt. Est-ce que cette pièce était Rage contre la musique qui se meurt? Oui, sans doute, oui, un peu de ça. Et dans la nouvelle pièce que vous créez cet après-midi, est-ce que c'est Rage contre la planète qui se meurt? Oui, alors, un peu, oui. Peut-être prenez la photo numéro 5. Bon, j'ai tapé pollution sur Google et ça a donné ça, Google Images. Oui, effectivement, le titre Gaïa ou le cri de la terre, c'est sans doute la pandémie qui m'a fait penser à ça, comme un geste où la planète hurlerait son ras-le-bol avec l'agitation humaine qui est autour, avec tout ce qui s'y passe, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même ce côté, que ce soit la pollution ou n'importe quoi, on a l'impression que la planète se rebelle face à l'homme. Et d'ailleurs, il y avait des images très belles, là aussi, je suis sensible aux images quand même. On avait des cerfs qui arrivaient dans des capitales européennes, qui se promenaient pendant le confinement. On a vu des choses insolites où la nature reprenait un peu ses droits sur la civilisation et ce qu'on inflige à la planète. Et je me suis dit, c'est comme si la Terre hurlait par-dessus toute cette agitation, et l'œuvre commence là-dessus. C'est le basson qui incarne la voix de la Terre. Si vous parliez un petit peu du basson, c'est un petit peu l'instrument qui est un petit peu mis en valeur dans votre pièce. On peut considérer que c'est une sorte de petit concerto pour basson, sextuor à cordes et piano. Et le basson, vraiment, ce qui m'a plu, c'est le côté très boisé du timbre du basson avec son ange double. Et puis si on pense à des références historiques, il y a dans L'Apprenti sorcier de Paul Dukas, il y a 3 bassons pour faire le thème, et qui est très boisé là aussi. Et je trouve le fait que le basson soit un instrument grave, mais qui puisse aller quand même assez haut dans l'aigu, avec ce côté difficile, douloureux dans l'aigu, quelque part. C'est pas un instrument très puissant. C'est un instrument qui a des difficultés à émerger de la masse. Donc ça me paraissait idéal par rapport au contexte extra-musical. Après, ça reste des idées qui sont prétextes à musique. C'est pas totalement descriptif, hein. C'est une façon pour moi c'est un déclenchement pour trouver des textures sonores. Néanmoins, autant la pièce de Thalia préserve une fin inattendue, autant vous dites clairement que la pièce Gaïa cherche une forme de réconciliation finale. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs sections. Donc la première avec ce tumulte. Ensuite, la nuit, une ère glaciaire, puis la fonte des glaces avec des lithophones, avec des perles de pluie, des tas de choses. Et tout ça en 12 minutes. Hein. Oui, et puis la fin est une sorte de réconciliation. On trouve un équilibre avec la Terre, peut-être un nouvel équilibre.
Thalia, est-ce que vous reconnaissez dans cette colère que Mathieu met en musique? Vous-même, votre pièce est un petit peu est intense, obsessionnelle. Est-ce que c'est une marque de notre époque ou c'est juste la marque uniquement de cette pièce? Non, je pense que c'est la marque de notre époque. J'ai aussi une pièce d'un projet qui s'appelait Projet Gaïa, que j'ai fait l'année dernière pour voix et pour flûte. Et en fait, ils ont joué cette pièce dehors. Et la flûtiste, elle avait comme ça un instrument qu'elle criait dedans. La terre nous crie quelque chose. Elle répétait cette phrase de plus en plus. Donc aussi, je me mettrai en rapport avec ce que Mathieu y dit. Et je prends ça aussi très à cœur dans mes pièces. Malgré tout, Mathieu parle à une vision plutôt optimiste du futur, je pense. Ça, c'est ma nature profonde. Je suis un optimiste. Et vous, Thalia? J'essaie aussi. Est-ce que cette fameuse fin inattendue porte une marque optimiste de rage contre la lumière qui se meurt, qui est donnée cet après-midi? Oui, je pense. Je pense que c'est assez optimiste. Alors, on va terminer par un petit jeu. Donc, on a déjà fait Donc, je ne sais pas si vous avez assisté à d'autres avant-concerts. Il y a des questions qui sont plus embarrassantes que d'autres. C'est les meilleures. Et ça permet un petit peu de voir un peu la personnalité des compositeurs et des compositrices. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie, Thalia Amar? Le livre Tao, le livre chinois. C'est un livre que j'ai vraiment... Des fois, j'ouvre et je lis des poèmes qui ont été écrits. Et c'est incroyable comment c'est, jusqu'à aujourd'hui, c'est relevant. Donc, on est dans une forme de quiétude. Vous cherchez une forme de sérénité? Oui, de sérénité et quelque chose qui reste toute la vie et qui est encore relative aujourd'hui. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que tous les deux vous êtes croyants? Puisque malgré tout, cette position optimiste par rapport au futur, cette idée de transcendance, est-ce que vous voulez répondre à ça ou est-ce que c'est dans l'ordre de l'intime? Moi, je suis croyante. Voilà. Tout court. Oui, moi j'ai aussi, on peut dire que je suis croyant, j'ai une forme de croyance après qui s'étend sur différentes choses. Mais justement, mon album, Les Fleurs du Paradis, exprime ce sens du sacré. Je crois qu'on peut étendre à beaucoup de choses. Et je me suis même demandé si la musique n'avait pas un caractère sacré par essence, parce qu'il y a tout un rituel autour de la musique pour prendre le temps d'écouter. Les applaudissements, le silence, les saluts. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous plongent quand même dans un état particulier au concert aussi. Donc la réflexion sur le sacré m'intéresse beaucoup. Ouais. Et vous, Thalia, cette dimension sacrée dans la musique, est-ce que c'est quelque chose par exemple, j'ai écouté un peu vos œuvres, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant, mais qui est plus intime? Peut-être plus intime. C'est vrai que c'est pas mis en avant, mais peut-être dans le futur, ce sera quelque chose que je vais vouloir plus explorer d'une façon moins dans le subconscious. Dans l'inconscient. Oui. Vous parlez combien de langues d'ailleurs, Thalia? Je parle 3 langues, donc français, c'est pas ma langue la plus naturelle. Ah non, mais vous parlez, c'est impressionnant. Alors, le musicien du passé pour lequel vous auriez aimé composer, si possible mort? Oui. En fait, la semaine dernière, j'ai eu une pièce jouée pour orchestre, de clarinette et orchestre, un concerto, et ça a été écrit pour la mémoire de mon premier prof de composition, Marc Kopitman. Donc en fait, j'ai réalisé cette question d'écrire une pièce pour un grand compositeur qui m'a vraiment touchée énormément. J'ai étudié avec lui pendant 6 ans, et c'était vraiment un moment très, très important pour moi. Vous, Mathieu? La première idée qui me vient, c'est Mozart, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est le personnage qui me fascine tout autant que sa musique. Et j'aurais aimé le rencontrer, échanger avec lui, et pourquoi pas écrire une pièce et qu'il puisse critiquer, qu'il puisse être très franc sur ce qu'il en pense. Ça m'aurait intéressé beaucoup. Alors ça, c'est une des questions, de mes questions préférées personnellement. C'est votre impression d'Aix-en-Provence. Magnifique. Personne n'a dit du mal en 5 avant-concerts. Donc, est-ce que c'est peut-être aujourd'hui? Non, moi je trouve très très beau aussi. Puis ça me rappelle, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est pas tellement ressemblant. Peut-être les fontaines, mais Rome un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Un côté gallo-romain, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui me plaît. Bon, je suis originaire de Nice et c'est vrai que je suis sensible à tout ce qui est provençal aussi. Et voilà. Et vous, Thalia? Une magnifique ville. Moi, c'est le climat qui me rappelle le climat un peu d'Israël.
Donc, il fait toujours bon. Y compris la pluie d'il y a 2 compris, jours? Oui, peut-être moins ça. Mais c'est vrai qu'il fait très bon et c'est une ville magnifique. La ville où vous vous sentez chez vous? Je dirais Jérusalem. C'est l'année où je suis née, et la ville où je suis née. Et c'est une ville qui est très, très intensive, mais très, très émotionnelle pour moi. Et mes parents habitent là-bas. Donc, je reviens toujours à la maison quand je vais à Jérusalem. Vous, Mathieu? J'ai pas une ville en particulier, je dirais plutôt dans le sud-est de la France, parce que c'est vraiment un coin que j'aime énormément. Mais j'ai quitté ma ville natale assez jeune, à 16 ans, pour rentrer à Paris après. Mais voilà, c'est, je dirais le sud-est d'une façon générale. La ville qui vous angoisse? New York. Alors, on a fait 5 avant-concerts et New York est revenu très fréquemment, Ah oui. au moins 4 ou 5 fois. J'ai vécu 2 ans à New York et ça peut angoisser. C'est une très belle ville, mais elle a des moments où elle angoisse un peu. Mathieu? Alors je connais pas New York, donc je dirais Paris. Alors, cette question est plutôt rigolote et un peu stupide, mais c'est ça qui est bien aussi. Si vous étiez un personnage de Disney? Moi, je serais Peter Pan, Ah, l'enfant éternel. On me donne toujours un âge plus jeune par rapport à mon vrai âge. Et en plus, j'essaye de garder un peu l'esprit jeune et avec, comme ça, un peu avec l'intuition. Mathieu? Non, je ne vais pas répondre Capitaine Crochet, non. Je suis trop pacifiste. Non, non. Winnie l'ourson, je sais pas. Mais il faut se méfier d'un ours qui est trop gentil. Sinon, il y a aussi Balou. Hein. Voilà. Moi, j'aurais répondu ça personnellement pour moi. Mais... Votre plus grand moment d'embarras musical? Moi, c'était ma première pièce pour quatuor à cordes. J'ai écrit une note que le violon ne peut pas jouer. C'était assez embarrassant. Ça me vient pas naturellement là, mais si j'ai surpris une conversation une fois de gens qui n'avaient pas du tout aimé ma création. Et je me souviens, c'était pour le prix de la Fondation Charles Oulmont. Et j'avais donné un récital de piano dans lequel j'avais joué mes exordes pour piano, qui sont d'ailleurs des pièces, plus des pièces pour enfants en général, et qui sont assez dans l'univers du rêve ou quelque chose comme ça. Et j'ai entendu une dame en sortant qui n'avait pas vu que j'étais là et qu'elle n'avait pas du tout aimé. Donc oui, c'est toujours embarrassant, même si bon, les gens ont le droit de ne pas aimer. Alors cette question-là est un petit peu trop vaste. Votre personnalité historique préférée? Est-ce qu'il y a une personne historique qui serve un petit peu de modèle ou qui vous impressionne par son parcours? Vous avez le droit de... On peut passer à la suivante, hein, comme vous préférez. J'ai envie de redire Mozart, mais bon, ça devient presque obsessionnel. Une sorte de modèle, voilà. Non, c'est même pas un modèle, mais c'est qu'il me fascine. C'est une vie tellement remplie, tellement incroyable. Et puis, j'ai l'impression que chaque fois que je remets le nez dans une de ses œuvres, il donne des complexes, je sais pas, c'est incroyable de voir le métier qu'il a. Parce que j'ai la chance d'être un peu couteau suisse, un peu touche à tout. Et quand je fais de la direction, je vois que c'est extraordinairement disposé pour les instruments, ça sonne divinement. Avec très peu d'effectifs, très peu de moyens, c'est un résultat optimum. Et puis quand je fais de l'orchestration, que j'essaie de faire dans le style Mozart, et puis je vois qu'il trouve des solutions extraordinaires en très peu de temps, alors que moi, il me faut des heures pour faire moins bien. Et puis, je sais pas, quand on fait... de l'opéra ou des choses comme ça, on se rend compte que il donne les notes aux chanteurs juste avant qu'ils démarrent ou des choses. On voit qu'il a fait le travail de chef de chant, c'est lui qui a fait répéter les chanteurs. Enfin, je me dis, il a fait absolument tout et c'est incroyable en si peu de temps. Et vous, Talia, vous pensez à un modèle ou une modèle? Je sais pas comment on dit. Je dirais Bach. Vraiment, à chaque fois, je donne des cours d'analyse et des cours de musique, de théorie. Et on analyse beaucoup Bach et de voir chaque pièce qu'il a créée. C'est un monde tellement riche et il en a écrit tellement. C'est vraiment, ça donne beaucoup d'inspiration. Est-ce que vous avez un rituel pour composer? Le matin. Juste le matin. Sinon, après, c'est impossible pour moi. Et vous, Mathieu? Oui, je suis aussi du matin, c'est vrai. L'après-midi, je suis bon à rien. Mais, ou peut-être à écouter des concerts. Peut-être le vôtre même. Voilà. Mais sinon, oui, pas vraiment de rituel, si ce n'est que j'ai une certaine anxiété au fond de moi qui fait que je marche beaucoup. Et avant un concert, encore plus, on va dire.
Est-ce qu'il y a une œuvre dont vous êtes jaloux, que vous auriez aimé écrire? Pour moi, ce serait Atmosphère de Ligeti. Une œuvre de 1959-60, voilà. C'est les sonorités là-bas, c'est vraiment bouleversant et c'est magnifique. Est-ce que vous cherchez cette forme d'entrelacement, de côté un petit peu nuageux dans votre musique? Un petit peu, oui. Ça dépend encore des pièces. Pas dans la pièce d'aujourd'hui, mais dans d'autres pièces, oui. Il y a un peu cette recherche de sonorité, de nuages, de sons qui sont très rapprochés l'un de l'autre, mais qui créent un environnement, une atmosphère très spéciale. Mathieu? Il y a énormément d'œuvres que j'aurais rêvé écrire, évidemment, mais je vais parler de Métabol de Dutilleux. Et puis, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un tout petit vieux monsieur sur une canne. Alors, on va reprendre le mythe de Star Wars, mais j'aurais vu Maître Yoda. Enfin, je me suis dit, c'est incroyable qu'il y ait une énergie et un souffle pareil, une œuvre aussi extraordinaire sortie d'un tout petit bonhomme comme ça. C'est vrai que si il avait été un personnage de Disney, Dutilleux aurait été Maître Yoda. Voilà. C'est ça. Alors cette question, comme j'ai un peu l'habitude maintenant des avant-concerts, puisqu'on en a fait depuis quelques jours, cette question-là est où les gens répondent ou ils ne répondent pas. Donc, quelle musique voudriez-vous pour vos funérailles? J'avoue que j'y ai déjà pensé. C'est le mouvement de la 4e de Mahler. C'est en plus très lumineux, très en suspension, parce qu'il n'y a que des pits dans la basse et c'est un thème et variation qui est bouleversant, qui est d'une beauté extraordinaire. Ça aidera pas les gens à ne pas pleurer, mais bon, voilà. Vous, Talia? Moi, ce serait Mahler, la 2e symphonie, Resurrection. Oui. Voilà. Quel mouvement? Premier mouvement. Entendu. Donc on a deux Mahlériens. Alors, quel est le péché mignon de votre musique? Ou plutôt, à quoi reconnaît-on votre musique? Est-ce qu'il y a un trait caractéristique qui parcourt un petit peu l'ensemble de vos pièces? Oui, il y a quelques procédés qui reviennent. J'ose pas dire malgré moi, parce que j'aime les faire, donc c'est pour ça qu'ils reviennent. Je me suis beaucoup intéressé, alors ça peut paraître un peu technique, mais c'est des gammes qui paraissent un peu hypnotiques à l'écoute, parce qu'elles englobent les 12 sons, mais elles sont étalées sur 2 octaves. Et je les fais tournoyer, et il y a une pièce pour piano qui s'appelle Kaléidoscope, par exemple, qui est totalement en aléatoire, où on peut jouer chaque partie dans l'ordre qu'on veut, mais parce que justement on reste tout le temps dans ces modes à 12 sons, et ça donne un caractère, un peu comme la gamme Parton chez Debussy, une espèce de chose hors du temps, comme ça, un peu hypnotique. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes œuvres, qui a d'ailleurs un peu dans Gaïa un certain passage. Vous, Talia? Pour moi, ce serait plutôt le travail avec l'espace, où se trouve le son dans l'espace. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Même dans la pièce d'aujourd'hui, les 2 pianos sont situés des 2 côtés de la scène et les percussions au milieu. Et un peu cette pensée, comme dans l'électronique, je fais aussi beaucoup d'électronique, de comment le son y passe entre les instruments, où il est situé. J'ai une pièce où les 2 haut-parleurs de l'électronique ils sont situés au milieu de la scène et les instrumentistes ils sont autour. Donc toute cette pensée de space m'intéresse beaucoup. Alors j'ai encore deux dernières questions. Votre dernier coup de cœur musical? Est-ce qu'il y a une musique qui vous obsède, à part votre propre musique? La musique de Philippe Leroux, un compositeur qui habite au Canada, à Montréal. Compositeur français qui vient d'ailleurs de créer un très bel opéra Oui. à Nantes, qui s'appelle L'Annonce faite à Marie, d'après Paul Claudel. Oui. Et expliquez-nous, d'ailleurs, vous avez fait une thèse sur ce compositeur. Oui. Ma thèse était sur sa pièce Voirex, pour voix ensemble électronique. Et vraiment, pour moi, c'est une pièce qui est incroyable. J'ai aussi écrit une pièce pour ce même instrumentation. Et je trouve sa musique, dès la première seconde, on ne peut pas ne pas s'accrocher et ne pas écouter à ce qu'il fait. Talia, j'ai d'ailleurs une question. Votre pièce est pour 2 pianos et percussions. Vous faites beaucoup de pièces avec électronique. Est-ce que vous pensez à l'électronique? Est-ce qu'il y a une forme d'électronique absente dans la pièce qu'on entend cet après-midi? En fait, le début, la première minute de cette pièce, elle vient d'une autre pièce que j'ai écrite l'année dernière pour piano et électronique. En fait, le piano, j'ai enregistré moi-même jouer quelques fragments et on entend comme s'il y avait 10 pianos qui jouent en même temps pour cette pièce pour piano électronique. Et du coup, comme j'avais maintenant 2 pianos, donc j'ai un peu fait la même idée. J'ai pris le piano qui jouait la même chose que le soliste dans la pièce précédente et l'électronique, j'ai donné au percussionniste et à l'autre pianiste.
Donc ça vient de là-bas. Donc vous donnez presque une dimension orchestrale ou Oui. complètement démultipliée. Oui. Et vous, Mathieu, votre dernier coup de cœur musical? Alors ces derniers temps, je réécoutais des musiques nordiques, notamment de Rautavaara. Un compositeur finlandais. Oui, finlandais, que j'aime beaucoup. Et puis, je suis tombé aussi sur le concerto pour clarinette de Magnus Lindberg, et que je trouve compositeur génial. finlandais aussi, oui. Et que je trouve absolument génial. Alors, ça fait partie des œuvres que j'aurais rêvé écrire aussi, par exemple. C'est un concerto génial. Alors, ma dernière question, elle est assez simple. Nous sommes à une demi-heure de cette grande première, qui est en plus diffusée sur Arte, ne l'oublions pas. Est-ce que, ma question est assez simple, comment vous sentez-vous? Stressé, impatient, joyeux? Moi, je fais confiance aux interprètes. Ils sont vraiment incroyables et je suis sûre que ça va être super. Et, alors, je vous avoue que je suis stressé, mais j'ai du mal à savoir pourquoi. C'est souvent incontrôlable. Il n'y a pas de raison, puisque les musiciens sont absolument formidables. Le cadre est génial et je trouve que le public a une écoute vraiment formidable. J'étais assez impressionné de voir que les gens venaient en masse pour écouter aussi des créations, parce qu'il y a du concert classique, mais je trouve qu'il y a une écoute attentive et bienveillante. Et, enfin, c'est vraiment un cadre parfait. Et malgré ça, je suis stressé. Je ne saurais pas dire pourquoi. Alors, si on résume les deux pièces qui vont être créées de Talia Amar et Matthieu Stefanelli, votre point commun, ce sont deux combats un petit peu acharnés, vers lesquels s'achève sur une note un petit peu lumineuse et optimiste. On peut dire ça comme ça? Oui. Alors, je rappelle la double création. D'abord, celle de Talia Amar, Rage contre la lumière qui se meurt, pour percussion et deux pianos, Emmanuel Jacquet, percussion, Jérémy Moreau et Guillaume Bellhomme au piano, et la création de Gaïa ou le cri de la terre de Matthieu Stefanelli, donc une pièce pour basson, deux violons, deux altos, deux violoncelles et piano, ce qui fait 8 musiciens. Alors je les cite tous. Peut-être vous Mathieu. Mikaela Spakova, au basson. Shuichi Okada, Myred Haiki pour les deux violonistes, Paul Zientara et Violaine Desperou aux altos, Maxime Quenesson, et puis Stéphanie Huang, les deux violoncellistes, et puis évidemment Célia Oneto Ben Saïd, qui est remplaçable au piano. Vous avez fait ça sans vos notes, bravo. Oui. Merci beaucoup. Et donc on vous souhaite un bon concert filmé, rappelons-le. Bon concert à tous les deux. Merci beaucoup.